Salut, tribu du tournevis. Aujourd'hui, on va parler d'orgueil blessé, de ces voitures nées avec le sceau de l'efficacité allemande, mais mortes avec les poches vides. Parce que oui, Volkswagen, le géant de Wolfsburg, la mère de la coccinelle, la reine de la Golf, a aussi construit des voitures qui ont coûté des fortunes, qui ont englouti des années d'ingénierie, et qu'au final, personne n'a voulu acheter. Je ne parle pas de défauts, je parle d'échecs stratégiques, de projets qui ont englouti des milliards de marques et qui à la fin sont devenus un passif, pas un actif. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 plus grands échecs de Volkswagen dans les années 80 et 90. Pas avec moquerie, mais avec respect, parce que même les erreurs ont une âme. Et parfois, l'âme coûte plus cher que le métal. Tiens bien ton tournevis, la vérité est sur le point de démarrer. En 1988, Volkswagen voulait un successeur au Scirocco. Elle lança le Corrado, le design affûté. Toit ouvrant escamotable, motorisation allant jusqu'au VR6 de 174 chevaux. Ça semblait parfait, sauf que, en France, personne n'a compris. Pourquoi? Parce que le Corrado était trop cher pour une marque qui vendait la Golf comme voiture populaire. Prix de base en France, 145 000 francs. Plus qu'une Peugeot 405 Mi-16 et plus puissante et plus spacieuse. Pire encore, le moteur G60 avec compresseur, la version haut de gamme, souffrait de problèmes chroniques de refroidissement, l'entretien, complexe et coûteux. Résultat, entre 1988 et 1995, seulement 97 000 unités vendues en Europe, moins de la moitié des prévisions. En France, moins de 8 000 pendant ce temps. La Golf GTI s'écoulait à 200 000 exemplaires sur la même période. L'Automobile Magazine, 1989. Le Corrado est une belle voiture, mais elle n'a pas sa place dans la gamme VW. Le Corrado n'était pas laid, c'était un coupé sportif sans âme Volkswagen, parce qu'une voiture de sport allemande a besoin d'un mythe. Et le Corrado n'était qu'une Golf au toit incliné. Celui-ci fut l'erreur d'ambition la plus coûteuse de Volkswagen dans les années 90. En 1994, Ferdinand Piëch, petit-fils de Ferdinand Porsche et PDG de Volkswagen, réunit les ingénieurs et déclara « Nous allons construire une voiture capable de rivaliser avec la Mercedes classe S. » Le prix n'a pas d'importance. Ainsi naquit le projet D1 budget initial, 800 millions d'euros. Puis 1,2 milliard, compris l'usine de Dresde, une véritable cristallerie, avec un sol en verre, où les voitures étaient assemblées à la main avec des gants blancs. Mais en 1997, lorsque les premiers prototypes roulèrent en Europe, la réalité frappa. En France, lors de tests avec des clients haut de gamme, on présenta le Phaéton aux côtés d'une Mercedes S320 et d'une Audi A8, même moteur V8, même niveau de confort, même qualité d'intérieur. 89% choisirent la Mercedes ou l'Audi. Rapport de Volkswagen France, 1998. La marque VW n'est pas perçue comme premium en France. Le logo limite le prix maximum acceptable à 45 000 euros. Piëch ignora. Il dit « Ils finiront par apprendre ». Mais le marché n'apprend pas. Le marché décide. Le Phaéton ne fut lancé qu'en 2002, mais l'échec était déjà scellé dans les années 90. Il n'était pas mauvais, c'était un luxe sans perception. Et dans le monde du luxe, la perception fait tout. Aujourd'hui, c'est une relique rare, mais à l'époque, c'était le rêve allemand que le monde a refusé. La Santana est née en 1981 comme la version berline de la Passat B2. Elle offrait plus d'espace, plus de confort, plus de luxe. En Allemagne, elle s'est bien vendue. En France, ce fut un désastre silencieux. Pourquoi? Parce que Volkswagen a positionné la Santana comme voiture de flotte, les entreprises en achetaient en gros volume avec des remises agressives. Résultat? La Santana est devenue synonyme de voiture de société bon marché. Personne ne voulait d'une voiture qui évoquait la comptabilité, pas les vacances.
pire encore. Tandis que la Peugeot 405 proposait déjà l'injection électronique, les freins ABS et l'airbag dès 1988, la Santana gardait encore le carburateur et les freins à tambour arrière. Jusqu'en 1990, étude Sofres, 1989. 76% des acheteurs français considèrent la Santana comme une voiture de location, pas comme un choix familial. Résultat, entre 1980 et 1993, elle s'est vendue à 2,3 millions d'exemplaires en Europe, mais à moins de 120 en France, pendant que la Peugeot 405 s'écoulait à 2,2 millions d'unités rien qu'en France. Le Monde. Ubbars 1915, la Santana est compétente, mais elle n'aime pas. Il lui manque une âme européenne. La Santana n'était pas mauvaise, c'était une berline sans identité, parce qu'en France, une voiture de société ne devient jamais une voiture de famille. Aujourd'hui, presque aucune n'a survécu, parce que personne n'a voulu garder une voiture déjà morte de son vivant. En 1992, Volkswagen lança la Vento comme successeur de la Jetta. Elle avait un design moderne, une bonne aérodynamique, coefficient de traînée 0,32 et des moteurs efficaces. Sauf que, en France, personne n'a compris la différence avec la Golf. Pourquoi? Parce que la Vento n'était qu'une Golf avec un coffre, même plateforme, même tableau de bord, même moteur. Et le prix? Et 15% plus cher que la Golf à haillons, pire encore, Volkswagen n'a pas investi dans un marketing différencié. Elle vendait la Vento dans les mêmes concessions que la Polo. Imaginez venir acheter une berline et croiser un jeune qui repart avec une Polo 1.0. Résultat, entre 1992 et 1998, 5 millions d'unités vendues en Europe, mais moins de 90 000 en France. Pendant ce temps, la Golf 3 s'écoulait à 500 000 exemplaires rien qu'en France. Étude Sofre, 1914. 68% des acheteurs français considèrent la Vento comme une Golf chère, pas comme une berline. Rapport interne de Volkswagen France, 1995. Marge bénéficiaire négative sur la Vento. Chaque unité vendue génère une perte de 8 000 francs. La Vento n'était pas laide, elle était redondante, et sur le marché des années 90, la redondance se transforme en remise. Aujourd'hui, presque aucune n'a survécu, parce que personne n'a voulu garder une voiture qui ne savait pas ce qu'elle était. En 1991, Volkswagen et Ford signèrent un accord. Faisons un monospace ensemble. Partageons les coûts. Partageons les risques. Ainsi naquit la plateforme Galaxy. 3 voitures, Ford Galaxy, Seat Alhambra et Volkswagen Charan en 1995. Le Charan arriva en France. Il offrait 7 places, un grand coffre et une motorisation allant jusqu'au 2.8 VR6. Sauf que le public français s'en est aperçu. Pourquoi? Parce que le Charan avait un moteur Ford, une électronique Ford et des problèmes Ford. Pire encore. Le système de porte coulissante tombait en panne avec l'humidité, notamment en Bretagne et dans le nord de la France. Les capteurs rouillaient, les courroies se détendaient. Rapport. UTAC, le taux de défaillance des portes coulissantes du Charan est 5 fois supérieur à celui du Renault Espace. Résultat, entre 1995 et 350 000 unités vendues en Europe, mais moins de 25 000 en France. Pendant ce temps, le Renault Scénic s'écoulait à 1,2 million d'exemplaires, rien qu'en France.